Bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer. Alors je profite de l'occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Donc nous allons commencer le webinaire dédié au RGPD et au rôle de la formation dans la conduite de ce changement. Alors je vous propose de traiter ce sujet en 3 temps. Le RGPD, ses enjeux et ses impacts pour nos entreprises, le rôle de la formation dans la conduite de ce changement et un temps d'échange pendant lequel on répondra à toutes vos questions dans un 3e temps. Alors avant de commencer, juste un petit mot sur la boîte de dialogue. Alors vous devriez voir apparaître en fait sur la droite de votre écran le panneau de configuration. Alors je vous invite à cliquer sur la petite flèche orange que vous voyez tout en haut, c'est le premier bouton qui va vous permettre en fait de déployer le menu. Et du coup, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, ce que je vous invite à faire tout au long du webinaire puisqu'on va les collecter pour y répondre dans la 3e partie. Donc la première partie sur le RGPD va vous être présentée par un expert du droit des données personnelles, Maître Leclinch, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je vous remercie de votre présence. Donc je m'appelle Julien Leclinch, je suis avocat, je suis docteur en droit. J'ai fait ma thèse sur l'adaptation du droit des données personnelles aux communications électroniques. Elle a remporté la mention spéciale du prix de la CNIL 2009 et ça fait un peu moins d'une vingtaine d'années que je fais du droit des données personnelles. Donc, Merci Julien pour cette présentation synthétique. Alors pour ma part, Mathis Pouchin, je suis en charge du développement d'offres de formation e-learning au sein de Calimedia. Alors Calimedia, c'est une société spécialisée dans l'e-learning qui développe des formations sur mesure ainsi qu'un catalogue de formations prêtes à l'emploi sur des thématiques très ciblées, dont le RGPD. Alors je vais laisser la parole à Julien qui va contextualiser le RGPD afin qu'on puisse tous cerner les enjeux de cette fameuse date butoir du 25 mai 2018. Donc, pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, il est essentiel de définir les termes clés du droit des données personnelles et de ce règlement général sur la protection des données. Donc, ces termes clés sont données personnelles, traitement de données à caractère personnel, données sensibles, responsables et sous-traitants. Il y en a bien d'autres, mais on va s'intéresser à cela. Donc, les données à caractère personnel sont des données qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc ça s'applique uniquement aux personnes physiques et pas aux personnes morales. Et peu importe que cette identification soit réalisée par vous en tant que responsable de traitement ou par une autre personne. Par exemple, un numéro de plaque d'immatriculation d'une voiture. Pour vous, il est anonyme, mais la préfecture peut identifier à qui appartient la voiture. C'est une donnée à caractère personnel. Plus récemment, il a été jugé qu'une adresse IP, une adresse Internet protocole, est une donnée à caractère personnel. Ça a été jugé au niveau européen par la Cour de justice de l'Union européenne, ça a été jugé au niveau national par la Cour de cassation. Pourquoi cette adresse IP est une donnée à caractère personnel? Parce que le plus souvent, elle est attribuée par un fournisseur d'accès Internet à un abonné personne physique. Donc ce fournisseur d'accès peut identifier une personne physique, c'est donc une donnée à caractère personnel. Donc cette définition de données à caractère personnel, vous voyez déjà qu'elle est très large. Si la définition des données personnelles est large, celle de traitement ne l'est pas moins, puisqu'il s'agit de toute opération portant sur des données à caractère personnel. Conséquence directe de cette définition, le simple fait, par exemple, de collecter des données à caractère personnel, même sur un calepin, c'est-à-dire rien n'est automatisé, c'est un traitement de données. Le fait de supprimer des données personnelles, c'est un traitement. Le fait de les anonymiser, c'est également un traitement de données à caractère personnel. Finalement, tout est potentiellement traitement de données personnelles à l'ère du big data, donc mégadonnées en bon français, et des progrès réalisés dans le domaine de la réidentification. Plus vous avez de données, plus vous pouvez déduire et inférer d'informations à partir de ces données, et donc réidentifier des personnes. Certaines données, de par leur nature, justifient une protection particulière. C'est ce qu'on appelle les données sensibles. Ce sont les données qui font apparaître directement ou indirectement des opinions politiques, philosophiques, religieuses des personnes. Mais ce sont aussi les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, les données biométriques, les données génétiques ou les données relatives aux infractions et aux numéros de sécurité sociale. Donc on a défini les données personnelles, le traitement, les données sensibles. Venons-en à la question peut-être qui vous intéresse le plus, qui est responsable? Alors le responsable, c'est la personne qui détermine la finalité et les moyens du traitement. Usuellement, dans une entreprise, c'est le chef d'entreprise qui est responsable. Donc quand on dit responsable, ça veut dire qu'il va
c'est lui qui va être poursuivi, notamment devant les juridictions pénales, et qui encourt des sanctions pénales, donc amende, emprisonnement. Donc là, la personne morale de l'entreprise peut être condamnée, mais aussi le chef d'entreprise, personne physique. C'est pour ça que cette notion est extrêmement importante à définir. Une innovation du règlement général sur la protection des données est de prévoir la pluralité de responsables. Dans ces cas-là, le règlement dispose qu'il y a une responsabilité conjointe des responsables. En revanche, il est silencieux sur la manière dont cette responsabilité va être ventilée. C'est pour ça qu'il sera prudent de prévoir dans un contrat comment chaque responsable devra rendre des comptes. C'est-à-dire qu'il y en a un, par exemple, qui va décider des moyens, l'autre des finalités. Celui qui décide des finalités sera responsable de n'avoir édicté que des finalités explicites, déterminées et légitimes, par exemple. Le règlement européen définit également le data processor, c'est-à-dire en français le sous-traitant. C'est la personne qui traite les données à la demande du responsable. Ce sous-traitant ne pourra agir que sur instruction documentée du responsable. Ça veut dire qu'il va falloir une trace écrite des instructions du responsable vis-à-vis de son sous-traitant. Le sous-traitant qui irait au-delà de ce qu'on lui a demandé commettrait une faute. Donc évidemment, le sous-traitant engage sa responsabilité en cas de manquement contractuel, mais il veille également à la confidentialité et à la sécurité des données dont il a la charge. Plus intéressant encore pour le responsable du traitement, il est également redevable d'une obligation d'information, voire de conseil. Donc, on a défini les notions clés. Voyons voir un peu comment on en est arrivé au règlement général sur la protection des données. Le droit des données personnelles est un droit relativement récent puisqu'il est apparu dans le courant des années 70 en France avec la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi fut pionnière et a été adoptée à une époque où l'informatique était chère et peu performante et donc la menace émanait principalement des États qui étaient les seuls à pouvoir mettre en place des traitements massifs de données. Dans les années 90, il y a eu une rupture technologique dans un premier temps avec l'apparition des réseaux de communication, réseau Internet, réseau de communication mobile. Soudainement, la menace n'émane plus seulement de l'État, mais aussi des entreprises privées. Donc la directive de 95 et une directive cadre et d'autres directives sectorielles se sont adaptées à ces changements à la fois techniques mais aussi sociétaux. Et on a étendu l'application de la loi aux entreprises privées, qui avant étaient soumises à un régime extrêmement favorable. Avec le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, on en est au troisième temps de la valse, si j'ose dire, et ce règlement vise à prendre en compte de nouvelles évolutions, les mégadonnées, donc le big data, l'Internet des objets, qui vont collecter en permanence des données à caractère personnel, et la place grandissante des algorithmes dans nos sociétés modernes. Si les directives des années 90 et 2000 s'inscrivent dans la continuité de la législation des années 70, le règlement général, lui, bouleverse complètement la philosophie du droit des données personnelles. D'une réglementation impérative, on passe à l'autorégulation. Le contrôle a priori, c'est-à-dire des déclarations ou des autorisations par des autorités de contrôle, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL en France, cède progressivement la place à l'accountability, c'est-à-dire l'idée que la personne qui met en œuvre un traitement de données à caractère personnel doit rendre des comptes sur la manière dont il traite les données. Alors pourquoi ce règlement européen ? L'idée est de répondre à un triple enjeu. Le premier, c'est de renforcer la protection des données personnelles des citoyens européens. On avait déjà un niveau élevé, on cherche à l'élever encore au regard des enjeux modernes. Elle vise également à renforcer la responsabilité des entreprises. C'est-à-dire que dans les années 70, on avait un régime favorable pour les entreprises. Dans les années 90, ça se durcit un peu. Et avec le RGPD, là, d'un seul coup, les entreprises sont vraiment au centre de la législation. Enfin, on cherche à imposer un cadre unique sur tout le territoire européen et à harmoniser les législations entre elles. Pour l'heure, une chose est sûre, c'est que la responsabilité des entreprises est nettement accrue
quitte à faire peser sur elles une certaine insécurité juridique. Les droits des personnes en seront-ils pour autant renforcés? À la lecture du RGPD, il est parfois permis d'en douter. Il n'en demeure pas moins qu'on va devoir garantir la conformité à ce règlement européen. Pourquoi garantir cette conformité? Pour répondre à un triple enjeu. Le premier, c'est la sécurité juridique. Des sanctions en cas de violation du droit des données personnelles sont extrêmement lourdes. Au pénal, 5 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende. Avec le règlement européen sur la protection des données, la CNIL pourra vous condamner jusqu'à 20 millions d'euros de sanctions financières, voire 4% du chiffre d'affaires mondial si vous êtes une société internationale. Donc on a un risque juridique et financier extrêmement aigu. Mais, triple enjeu, donc sécurité juridique et financière, mais aussi assurer des pratiques vertueuses au sein de l'entreprise. Assurer la protection des données personnelles, c'est assurer aussi une certaine hygiène à son système d'information et protéger l'ensemble de ces données, quand bien même elles ne seraient pas personnelles. Enfin, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel est un vecteur qui permet d'établir et de renforcer la confiance à la fois avec ses salariés, mais aussi avec ses clients. Il est donc essentiel de maîtriser les grands principes du droit des données personnelles, identifier ses obligations et les moyens de les remplir. Or, chaque personne qui manipule des données à caractère personnel sans y être spécifiquement formée est un vecteur de risque pour l'entreprise. Donc, quand faut-il respecter le droit des données à caractère personnel? Eh bien, dès qu'on traite des données à caractère personnel. Et il se trouve que tout le monde traite des masses considérables de données. Une adresse IP est une donnée à caractère personnel. L'édition de statistiques du site web de l'entreprise constitue un traitement de données à caractère personnel qui implique le respect du règlement général sur la protection des données. Vous avez tous un fichier client. Ces clients sont des personnes physiques, application du RGPD. Vous avez des prospects, application du RGPD. Vous avez du personnel, traitement de ressources humaines, application du RGPD. Vous mettez en place de la vidéosurveillance dans l'entreprise, du badge des salariés, du contrôle d'accès biométrique, du contrôle de la téléphonie, etc. sur le lieu de travail. Tout ça sont des traitements de données à caractère personnel. Donc il n'y a pas une entreprise qui ne traite pas de données à caractère personnel et nous sommes tous concernés. Alors, puisque nous sommes tous concernés, quelles sont nos obligations? Le règlement européen introduit la notion de privacy by design, c'est-à-dire qu'on va assurer dès la phase de conception du traitement et pendant toute sa mise en œuvre la conformité au droit des données à caractère personnel. Avant ce règlement européen, vous étiez soumis à une obligation de déclaration. J'ai un fichier client, je dois le déclarer à la CNIL. Cette obligation de déclaration disparaît au bénéfice d'un registre des activités de traitement qui est tenu en interne. C'est-à-dire qu'au lieu de déclarer à la CNIL, finalement, vous auto-déclarez à vous-même vos traitements. En cas de problème, la CNIL viendra vous contrôler, regardera votre registre et vérifiera que vous mettez bien en œuvre ce qui est indiqué dans ce registre. Pour les traitements de données sensibles, il fallait solliciter une autorisation de la CNIL. C'est-à-dire que la déclaration, on transmettait à la CNIL les caractéristiques essentielles du traitement et elle ne vérifiait rien. Dans la procédure d'autorisation, la CNIL vérifiait et pouvait refuser la mise en œuvre du traitement. Ce régime d'autorisation disparaît. Il est remplacé par un Privacy Impact Assessment, ou en bon français, une étude d'impact sur la vie privée. Cette étude d'impact sur la vie privée renvoie la CNIL à un simple rôle consultatif. Elle ne pourra plus refuser la mise en œuvre des traitements. En revanche, au regard de son pouvoir de sanction, mieux vaudra respecter ses avis, quand bien même il serait consultatif, et ne pas encourir le risque d'une amende, d'une sanction financière pouvant atteindre 20 millions d'euros. Le RGPD renforce également les principes du droit des données personnelles, en particulier le consentement préalable au traitement, et consacre des droits nouveaux, la limitation et la portabilité des données. Enfin, il va, dans certains cas, imposer la nomination d'un DPO, donc d'un délégué à la protection des données. Donc voyons voir plus en détail certaines de ces obligations. La privacy by design suppose une approche proactive et non réactive, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la protection des données dès la phase de conception et durant toute la vie du traitement, mais surtout, on ne va pas se limiter
à essayer d'empêcher la survenance d'un risque, parce que en matière de sécurité informatique, par exemple, la question n'est pas est-ce qu'il y a un risque, mais quand est-ce que le risque va se produire, et surtout comment on va y répondre, comment on va réduire les dommages consécutifs à ce risque. Donc des mesures proactives et non seulement et non pas seulement réactives. On doit assurer la protection implicite de la vie privée, notamment en introduisant dans l'entreprise des pratiques vertueuses, ce qui suppose notamment la formation du personnel. Quiconque manipule des données à caractère personnel, de la secrétaire aux commerciaux, en passant par le service des ressources humaines ou la comptabilité, tout le monde traite des données, ou une secrétaire, tout le monde traite des données à caractère personnel et tout le monde doit être formé au respect de la confidentialité et du droit. Comme je l'ai dit, on a un paradigme à somme positive, c'est-à-dire qu'assurer la protection des données à caractère personnel, c'est assurer la protection de l'ensemble de son système d'information, ce qui est assurément un enjeu extrêmement important pour toute entreprise. Protection de bout en bout du cycle de vie du traitement, c'est qu'on protège dès la phase de conception, mais aussi durant toute la vie du traitement. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des procédures d'audit pour voir si les décisions qui ont été prises au moment d'élaboration du traitement sont toujours d'actualité, sont toujours efficaces au cours de la vie du traitement. Visibilité et transparence, c'est-à-dire qu'avant, on prenait des engagements et personne ne les vérifiait. Avec le RGPD, il y a de l'accountability, l'idée de devoir rendre des comptes, et on passe d'une confiance aveugle à une confiance qui peut être vérifiée, voire qui sera vérifiable. Enfin, on renforce le respect des droits des personnes. Pour renforcer les droits des personnes, on renforce les principes clés du droit des données personnelles. La loyauté, c'est de la place à la transparence. Le principe de finalité, qui est un élément clé du droit des données personnelles, suppose que les données ne sont pas dangereuses en tant que telles, c'est l'usage qu'on en fait qui est dangereux. Donc, les traitements doivent répondre à des finalités qui sont déterminées, explicites et légitimes. Corollaire de ce principe de finalité, autre principe extrêmement important, le principe de proportionnalité. Ça veut dire qu'on va traiter que les données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité à atteindre. En informatique, on appelle ça la minimisation des données. Ça va un peu plus loin dans le sens où non seulement on minimise la quantité de données qu'on traite, on traite toutes les données dont on a besoin, mais rien que les données dont on a besoin pour atteindre la finalité, mais aussi on doit les supprimer quand elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la finalité ou la défense d'un droit. Par exemple, on garde des données tant que les risques de litige ne sont pas prescrits. Principe d'exactitude, on traite des données qui sont exactes et à jour, ce qui suppose de laisser la possibilité aux personnes concernées par le traitement de corriger, de mettre à jour leurs données. Enfin, principe de sécurité et de confidentialité. La sécurité suppose à la fois l'intégrité et la confidentialité des données. Elle se conçoit à 3 niveaux. Tout d'abord, la sécurité physique. On va traiter des données dans des bâtiments qui vont répondre à des normes antisismiques, à des normes d'hydrométrie pour garantir l'intégrité des données. On va mettre du contrôle d'accès à la salle des serveurs. Les sauvegardes du traitement vont être dans des armoires qui ferment à clé, etc. Tout ça, c'est de la sécurité physique. Deuxième étage, la sécurité logique. C'est tout ce qui concerne la sécurité informatique. Un domaine qui est challengé extrêmement souvent par des hordes de hackers qui relèvent désormais de mafias organisées et qui vont se livrer de temps en temps à de l'extorsion de fonds. Par exemple, on a eu des grandes entreprises qui ont vu leurs données partir suite à un piratage et qui ensuite ont dû verser des sommes d'argent pour éviter que ces fuites de données soient révélées dans la presse. Tout ça, c'est de la sécurité logique. Et le parent pauvre de la sécurité, c'est souvent celui qu'on oublie, c'est la formation des personnels. En matière de sécurité informatique, il y a un adage assez courant qui est que le problème est souvent entre la chaise et l'écran. C'est-à-dire qu'une personne n'est pas formée ni au droit des données personnelles, ni aux rudiments de la sécurité informatique, et va porter atteinte à la confidentialité du traitement. On va divulguer des données qu'on n'était pas censé divulguer, et on va engager la responsabilité de l'entreprise. Donc il est extrêmement important de former son personnel à la fois à la sécurité informatique, mais aussi au droit des données personnelles et à la confidentialité. Le règlement européen renforce les droits des personnes et notamment le consentement. Jusqu'à présent, la plupart des services
consistait à dire, bah, écoutez, nous on traite les données qui vous concernent et en échange, vous bénéficiez de nos services. Avec le règlement européen, ça risque de ne pas pouvoir perdurer. On ne pourra traiter que les données qui sont exclusivement nécessaires à la prestation de services. Les données accessoires ne seront plus traitables à la condition que la personne accède ou non au service. C'est-à-dire que je veux traiter vos données, je ne peux traiter que les données essentielles à l'accomplissement de ma prestation de service. Si je veux traiter des données accessoires, par exemple pour me financer, il faudra que je sollicite un autre consentement. Donc cette question des données accessoires pour la viabilité économique n'est pas réellement tranchée, mais gageons que la CNIL aura une vision assez restrictive sur cette question. On renforce les droits, mais on en crée également des nouveaux. Limitation du traitement, on va pouvoir, en cas de litige sur des données à caractère personnel, les verrouiller, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les utiliser. Imaginez les conséquences pour une opération de prospection directe si d'un seul coup votre fichier prospect est verrouillé. Il est limité, vous ne pouvez plus l'utiliser, vous perdez votre investissement. Donc c'est un droit qui est extrêmement important. Corollaire du droit d'accès, c'est-à-dire que chaque personne a le droit d'accéder aux données qui les concernent, la portabilité des données. Les personnes se voient reconnaître le droit d'accéder à leurs données et d'en obtenir une copie dans un format structuré couramment utilisé et lisible par une machine, afin que celle-ci ne puisse pas être captive d'un prestataire. J'en viens au contrôle réalisé par la CNIL. On a toujours l'impression que la CNIL est un gendarme qui va arriver pour perquisitionner vos locaux. Dans la réalité, ça ne se passe pas réellement comme ça. Dans un premier temps, elle va se livrer à un contrôle à distance, c'est-à-dire qu'elle va auditer votre site web, auditer vos pratiques, auditer votre privacy policy. Si des manquements sont constatés, elle va éventuellement vous auditionner, c'est-à-dire convoquer le DSI ou le chef d'entreprise pour qu'il s'explique. Elle va pouvoir également diligenter un contrôle sur pièce. Vous demandez tout document interne à l'entreprise, architecture de base de données par exemple. Enfin, elle pourra également diligenter des contrôles sur place, où là, elle aura accès à toutes les données de l'entreprise. Enfin, le règlement européen prévoit qu'on puisse avoir des contrôles conjoints, communs à l'ensemble des autorités, c'est-à-dire que le contrôle sera lancé non seulement par la CNIL, mais aussi par l'ICO anglais et à une échelle européenne pour les sociétés ou les groupes internationaux. Donc on a toujours l'impression que la CNIL prononce peu de sanctions. Ça a été vrai, de 1978 à 2004 par exemple, il y a eu moins d'une quarantaine de sanctions, transmission de dossiers au parquet. Maintenant, c'est plutôt une cinquantaine de procédures de sanctions qui sont lancées chaque année. Encore récemment, Darty au mois de janvier, la semaine dernière, pour atteinte à la sécurité, WhatsApp au mois de décembre pour non-sollicitation du consentement. On a aussi eu Hertz, Wicar, Facebook, Imgur, bref, eBay, Yahoo, ça n'arrête pas, l'ordre, le Crédit Lyonnais, enfin, personne n'est à l'abri. Chacun doit respecter à son niveau les obligations qui lui incombent. On voit bien justement que la CNIL est en train de changer de paradigme et progressivement de prendre un nouveau positionnement qu'on pourrait qualifier de répressif. Et ça, c'est un vrai tournant par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Alors, je vous invite à aller sur le site de la CNIL pour vous en rendre compte par vous-même, hein, parce que les sanctions et les mises en demeure sont rendues publiques. Alors, je vous propose de synthétiser brièvement tout ce qu'a pu nous expliquer Maître Leclinch avec quelques mots-clés. RGPD, donc Règlement général sur la protection des données. Un mot fort, c'est règlement, qui signifie en fait que ça va s'imposer à tout État membre. L'objectif, je crois que vous l'avez compris, c'est de responsabiliser les entreprises et de fixer un cadre commun, alors dans une période qui est marquée par des ruptures technologiques. Ensuite, le RGPD concerne toute personne qui traite des données personnelles. Donc tout simplement, il faut se poser la question, cette donnée permet-elle d'identifier une personne physique ? Enfin, on voit bien que le RGPD est bouleversé par le droit des données personnelles par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant, en faisant peser la responsabilité sur les entreprises à travers le mécanisme d'autorégulation qui découle du principe d'accountability, en renforçant certains droits qui créent de nouvelles obligations, en renforçant et en durcissant considérablement les sanctions, je rappelle 4% du CA mondial, et notamment un fort risque sur votre image. Et au regard du contexte actuel, la question de la confiance est centrale dans la gouvernance des données. Et enfin, la fameuse date butoir du 25 mai 2018,
qui nous laisse finalement plus que 20 semaines pour se mettre en conformité et maîtriser le risque. Alors un petit rappel, Maître Leclinch l'a expliqué, mais le risque en général, alors hors données sensibles, ne provient généralement pas des données en tant que telles, mais plutôt de l'usage qui en est fait. Alors sur la conduite du changement, vous connaissez peut-être cette illustration. Moi, je la trouve personnellement très appropriée dès qu'on parle de réelle transformation dans nos entreprises. Alors on n'est pas ici pour discuter en tant que tel des mécanismes inhérents à la conduite du changement, notamment la résistance au changement, mais je vous propose juste de retenir une définition qui me semble pertinente parce qu'elle est assez simple. Alors la conduite du changement, c'est l'ensemble des méthodes, des techniques et des moyens qui vont être mis en œuvre pour accompagner une transformation dans des conditions optimales de réussite. Alors pour notre problématique, la CNIL nous propose un scénario pour nous mettre en conformité. Alors je vous propose de faire un arrêt sur ce scénario de mise en conformité qui est disponible sur le site de la CNIL, tout simplement parce que je le rappelle, c'est eux qui vont nous contrôler, donc ça vaut le coup qu'on le parcourt ensemble. Alors il y a 6 étapes. Première étape, on désigne un pilote. Donc là, c'est le rôle du délégué de la protection des données, le fameux DPO, Data Protection Officer. Deuxième étape, on va cartographier ces traitements, c'est-à-dire qu'on va faire un audit de l'existant. Ensuite, on va venir prioriser les risques et donc finalement identifier les principales actions à mener. Quatrième étape, on va chercher à gérer les risques et là, on va justement devoir qualifier le risque, notamment en menant des analyses d'impact. Et cinquième et sixième étape, les plus importantes pour nous, en tant qu'entreprise. Alors, par exemple, le mot organisé est assez fort et la CNIL nous dit « Mettez en place des procédures internes qui garantissent la prise en compte de la protection des données à tout moment en prenant en compte l'ensemble des événements qui peuvent subvenir au cours de la vie d'un traitement. » Concrètement, ils nous disent de respecter le principe d'accountability et notamment la privacy by design. Et enfin, dernière étape très importante, documenter. Parce que ça, je pense que vous l'avez bien compris, en cas de contrôle, on va vous demander d'apporter la preuve du respect du RGPD. Alors, ce qu'il faut retenir de ce process, c'est qu'on nous demande en tant qu'entreprise de gérer l'intégralité des risques de nos traitements de données personnelles et on va devoir prouver la bonne conduite de ce changement en cas de contrôle. Et c'est là qu'on voit bien que nécessairement, il va y avoir un impact sur nos process internes, sur nos cycles d'activité et donc forcément sur notre business. Et cette conduite du changement, elle ne peut pas se faire sans collaborateurs. Donc pour bien comprendre l'enjeu concernant le rôle de nos collaborateurs, il faut se poser la question. Toute simple, c'est est-ce que nos collaborateurs sont conscients que, par exemple, s'ils perdent une clé USB en dehors de l'entreprise, ils engagent la responsabilité de l'entreprise. Il faut aussi se poser la question, qui réalise et alimente les traitements de données? Qui au quotidien, en fait, a accès à vos systèmes d'infos et les alimente? Et donc potentiellement, qui au quotidien prend des risques sans le savoir? On ne peut pas laisser un collaborateur collecter des données sans qu'il sache ce que veut dire consentement au sens du RGPD. Et c'est bien pour ça que le RGPD impose la formation de nos personnels. Donc la CNIL, par exemple, recommande, c'est sur son site, de sensibiliser en construisant notamment un plan de formation et de communication auprès de vos collaborateurs. Le RGPD, lui, réellement impose cette formation. Vous le voyez sur le support, la Accountability suppose la formation de toute personne traitant des données personnelles. On voit bien en fait à travers les 2 slides qu'on vient de parcourir ensemble que nos collaborateurs sont ceux qui alimentent et réalisent le traitement de données personnelles et en plus c'est ceux qui peuvent se retrouver devant un agent de contrôle et qui devraient répondre finalement à des questions lors d'un contrôle. Donc dans nos mises en conformité respectives et dans toute conduite du changement, on doit faire adhérer les collaborateurs à cette conduite du changement. Alors selon nous, il n'est pas nécessaire que chaque salarié soit un expert du RGPD, mais plutôt que chacun puisse accéder au niveau de connaissances nécessaires pour que l'entreprise soit en conformité. Alors afin de pouvoir s'assurer de la pérennité de ce changement, il n'est pas nécessaire que chacun d'entre nous cite finalement par cœur les 99 articles du RGPD, mais plutôt qu'on se pose quotidiennement les bonnes questions en manipulant des données. Et pour cela, il faut que chacun puisse comprendre les enjeux et surtout s'approprier les éléments fondamentaux du RGPD. Et ça permettra d'adopter un comportement respectueux du nouveau cadre légal dans nos pratiques professionnelles au quotidien. Sur Internet, aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu par vous-même, il doit y avoir un article par heure qui sort. On trouve énormément d'informations sur Internet sur le RGPD, alors avec notamment des guides faussement pratiques. Alors on pourrait se dire, on envoie à tous nos salariés les 99 articles en PDF,
ou tout simplement un lien permettant d'accéder à la CNIL pour que les salariés se documentent eux-mêmes. Mais je pense que si vous avez fait un peu de formation et un peu de conduite du changement, vous savez que c'est pas nécessairement la bonne solution. Et en plus, en cas de contrôle, vous aurez du mal à vous défendre pour prouver votre mise en conformité. Et nous, c'est le défi en fait que Calimedia s'est posé avec Maître Leclinch, car on a développé une note de formation qui allie une expertise juridique, puisque c'est Maître Leclinch qui a rédigé l'intégralité du contenu de notre module de formation, et le savoir-faire de Calimedia, qui est basé sur plus de 15 ans d'expérience dans la proposition de solutions de formation digitale pour répondre à des problématiques métiers complexes et pour accompagner les entreprises dans leur transformation. Alors, nos équipes d'ingénieurs pédagogiques ont travaillé plusieurs semaines afin d'obtenir le bon niveau de vulgarisation pour répondre à cette obligation de formation et permettre surtout un déploiement rapide dans nos entreprises. Alors, l'e-learning comme modalité, tout simplement permet de déployer plus rapidement une formation de qualité. Elle permet tout simplement de déployer en masse une formation qui est obligatoire. Et vous ferez le calcul par vous-même, mais ça permet nécessairement de faire des économies par rapport à une formation en présentiel. Et surtout pour moi, ça permet de disposer de la flexibilité nécessaire pour ne pas bloquer votre business parce que vous choisissez quand vous souhaitez former vos salariés. Donc Calimedia a conçu un module de e-learning de sensibilisation RGPD pour nous mettre en conformité et vous accompagner dans cette conduite du changement rapidement avant le 25 mai 2018. Donc je rappelle cette fameuse date butoir qui nous laisse finalement que 20 semaines pour être en conformité. Alors cet accompagnement, il est basé sur 3 axes. Déployer une formation de 35 minutes à tous vos collaborateurs immédiatement pour vous mettre en conformité sur le volet formation. Ensuite, faire passer une évaluation à tous vos collaborateurs et donc disposer des preuves nécessaires en cas de contrôle, comme quoi vous avez bien formé votre personnel. Et on est allé plus loin, puisque vous pourriez même attester du niveau de connaissance de vos équipes par rapport au RGPD. Et enfin, axe principal, conduire le changement grâce à l'acculturation de vos collaborateurs, puisque les personnes qui vont être formées vont pouvoir s'approprier les principes fondamentaux du RGPD et donc adopter un comportement respectueux dans leur pratique professionnelle au quotidien. Alors, je vous remercie pour votre attention. Juste avant que l'on réponde à vos questions, je vous propose que Julien nous fasse une synthèse rapide des impacts, mais vraiment principaux du RGPD. Merci Mathis. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a un bouleversement majeur avec ce RGPD. C'est qu'on passe d'une ère où c'était de la réglementation impérative et souvent du contrôle a priori à de l'autorégulation. Ça peut paraître assez favorable aux entreprises, parce que le terme d'autorégulation laisse entendre qu'elles ont le pouvoir, mais en fait, ça génère de l'insécurité juridique. Avant, vous aviez déclaré vos fichiers, vous avez sollicité une autorisation, vous respectiez vos engagements, vous étiez dans les clous de la législation. Là, maintenant, il va falloir justifier a posteriori pourquoi vous avez traité les données de la sorte, etc. Et ça génère de l'insécurité juridique. Les enjeux du RGPD sont importants dans le sens où il y a un risque juridique, un risque financier, un risque en matière de sécurité informatique du système d'information et, last but not least, un risque d'image et de confiance. Il est donc impératif de conduire sa mise en conformité le plus rapidement possible puisque la date butoir, c'est le 25 mai 2018. Merci Julien pour cette synthèse globale. Alors juste avant de commencer les questions, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire est bien sûr enregistré et donc on vous donnera l'accès au replay et vous pourrez du coup reprendre calmement en fait tous les points qui ont pu être abordés par Maître Leclinch et du coup noter à côté si vous aviez d'éventuelles questions. Alors je vois qu'il y a des questions, on est en train de me les passer. Donc ça va s'adresser, alors pour celle-là par exemple à Maître Leclinch, existe-t-il des spécificités pour les associations par rapport aux entreprises? Eh bien non, en fait. Quiconque traite des données à caractère personnel doit respecter le droit des données personnelles, qu'on les traite à des fins non lucratives ou à des fins lucratives. Alors, on nous pose également la question de la durée du module. Alors, c'est un module, en fait, qui a été estimé à une moyenne à 35 minutes. Après, tout va dépendre aussi du niveau de connaissance de l'apprenant, puisqu'il peut tout à fait refaire la formation s'il voit qu'il n'a pas accédé au niveau de connaissance suffisant. Mais en moyenne, on est sur 35 minutes de module de formation. Alors ensuite, j'ai une question qui est sur le délai de déploiement de la formation. Alors là, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Justement, on est sur un module prêt à l'emploi, donc qui est disponible en fait directement et donc qui est déployable immédiatement.
Donc bien sûr, sous réserve de discuter ensemble des modalités de comment on va le déployer. Mais comme il est prêt à l'emploi, finalement, on est disponible immédiatement sur cette formation. Alors ensuite, on a une question sur l'obligation de former, hein, puisqu'on est revenu tout le long du webinaire sur ce sujet. Donc ça, je vais m'adresser plutôt à Maître Leclinch avec la question: sommes-nous obligés de former? Eh bien oui, en fait, le RGPD, en consacrant des principes de privacy by design, qui sont des principes déjà anciens, c'est apparu aux alentours de 2006 au Canada. Et un élément, c'est d'acculturer l'ensemble des personnes qui traitent des données à caractère personnel au droit des données personnelles. Donc un élément de la privacy by design, et non des moindres, c'est effectivement de former quiconque manipule ou traite des données à caractère personnel. Merci Julien pour ces éléments de réponse. J'ai ensuite une question, à mon avis, qui est sur la responsabilité. Hein. C'est un des premiers points qu'a soulevé Maître Leclinch sur la relation du responsable de traitement et du sous-traitant. Et donc la question est: dois-je aussi former mes sous-traitants? Alors, je dirais que la meilleure attitude à adopter pour maîtriser ses coûts, c'est pas de former le personnel du sous-traitant, mais de mettre dans le contrat de sous-traitance une obligation de formation de ces personnels, à la fois à la confidentialité, au droit des données personnelles et à la sécurité informatique. Merci Julien. Alors, on vient de me passer une question qui apparemment revient un peu. Finalement, quel est le prix du module? Alors, j'allais vous dire, en fait, on est sur un modèle économique qui est sur de la tarification par apprenant, et donc on va s'adapter au contexte organisationnel de l'entreprise pour pouvoir déployer une formation à tous vos collaborateurs. J'ai ensuite une question qui revient sur la distinction. Alors ça, vous avez peut-être pu le voir sur certains articles, le fameux seuil de 250 salariés. Donc finalement, est-ce qu'on doit former sur une entreprise qui fait moins de 250 salariés? Donc là, je m'adresse bien sûr à Maître Leclinch qui va pouvoir nous éclairer sur ce sujet, parce que c'est vrai que ce seuil, c'est assez flou dans le RGPD, et c'est un seuil assez important. Alors ce seuil de 250 salariés, il apparaît dans le RGPD uniquement au niveau de la tenue du registre des activités de traitement. Je vous ai dit, tout ce qui était soumis à déclaration antérieurement doit désormais être tenu en interne dans ce fameux RAT, ce RAT, registre d'activités de traitement. Or, le RGPD dispose que les entreprises de moins de 250 salariés sont dispensées de la tenue de ce RAT. Alors, c'est assez séduisant quand on le lit comme ça, sauf que évidemment, chaque principe souffre de nombreuses exceptions, et parmi lesquelles, si le traitement est dangereux, donc on ne sait pas s'il est dangereux ou pas, mais on imagine que s'il est dangereux, on ne sait pas comment ce sera apprécié, il faut tenir son registre des activités de traitement. Si le traitement n'est pas occasionnel, c'est la formule exacte du RGPD, n'est pas occasionnel, il faut tenir son registre d'activité de traitement. Donc, par exemple, la tenue d'un fichier RH ou d'un fichier client, ce n'est pas occasionnel en fait. On garde ses clients, enfin je vous le souhaite, et on garde son personnel, ce que je vous souhaite également. Donc ce traitement n'est pas occasionnel, et vous devrez donc, par mesure de prudence, je pense, même si vous avez moins de 250 salariés, tenir un registre des activités de traitement. Alors j'ai une autre question qui est plus liée finalement à cette fameuse date butoir du 25 mai 2018. Alors on nous pose la question: est-ce que finalement cette date butoir est-elle réellement le 25 mai 2018, ou est-ce qu'on va disposer d'une deadline ultérieure, finalement d'un délai pour nous mettre en conformité après cette date-là? Eh bien non, en fait, on a déjà eu 2 ans pour se mettre en conformité. Bon, il se trouve qu'effectivement, peu d'entreprises ont profité de ces 2 ans pour le faire, et que tout le monde s'affole un peu en ce moment, mais on n'aura pas de délai ultérieur. Même la CNIL a communiqué pour dire qu'elle ne serait pas laxiste en se disant juste « Ah, mais on va laisser encore un peu de temps aux entreprises ». Donc non, il faut vraiment essayer de conduire la conduite du changement pour cette date-là, sachant que c'est un objectif. Si on le dépasse, il faudra quand même montrer que vous avez tout mis en œuvre pour respecter la législation. Merci Julien pour ces éléments de précision. Alors j'ai une question un peu plus pointue, parce que je pense qu'on est sur un cas concret. Je vais essayer de la retranscrire de façon la plus précise pour que Maître Leclinch puisse pouvoir apporter des éléments de réponse. Alors ce qu'on nous dit, c'est: si je suis sur un logiciel de gestion au service des entreprises qui, eux, stockent les données personnelles de leurs clients, ai-je plus d'obligations ou plus?
Dois-je fournir un document de preuve de conformité au RGPD? Là, je crois justement qu'on est sur la question finalement de qui est sous-traitant et qui est responsable. Exactement, Mathis, c'est bien ça. Si quelqu'un d'autre, un prestataire, traite des données personnelles dont vous êtes responsable, c'est votre sous-traitant. Donc, il va falloir organiser vos relations dans un contrat de sous-traitance qui devra respecter toutes les dispositions du RGPD. C'est-à-dire que le sous-traitant ne pourra agir que sur instruction directe du responsable, devra garantir la sécurité des données, devra également conseiller en tant que professionnel le responsable du traitement. Merci Julien pour tous ces éléments de précision. Alors, je vous dis très simplement, on va clôturer ce webinaire. Par contre, si on n'a pas pu répondre à vos questions, parce qu'on les a toutes collectées, on y répondra de façon individuelle, hein, on vous répondra bien sûr par mail juste après. Alors, si c'est ce que j'ai expliqué, si nous n'avions pas pu répondre à l'ensemble de vos questions, vous n'hésitez pas non plus à nous contacter directement. Si vous voulez aborder des points très spécifiques, un peu plus techniques, c'est-à-dire vraiment du juridique, je les transmettrai à Maître Leclerc, qui sera en mesure de vous répondre. Et par contre, si vous avez des besoins de renseignements sur l'offre de formation, je me ferai un plaisir de vous renseigner personnellement. Alors, vous allez recevoir dans 48 heures un lien vous permettant de visionner à nouveau ce webinaire. Et par contre, j'en profite pour vous inviter à venir nous voir sur le salon Learning Technology qui a lieu en fait la semaine prochaine à Paris, le 23 et 24 janvier sur notre stade E21. Et j'y anime en fait, j'ai d'ailleurs le plaisir d'animer une conférence dédiée au RGPD le 23 janvier. Vous êtes donc bien sûr les bienvenus. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr on reste disponible si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à nous contacter. Merci en tout cas. Merci.